Mystérieuse, impalpable, vitale, l'électricité est partout. Tellement intégrée à nos vies que l'on a fini par en oublier l'existence. Et pourtant. L'électricité est entrée dans nos vies il y a à peine plus d'un siècle. En 1879, Thomas Edison invente la première ampoule électrique à incandescence. Progressivement, la lumière envahit nos villes et fait disparaître la nuit. À la fin du 19e siècle, quelques industriels commencent à produire de l'électricité pour faire tourner leurs machines. Certains pionniers vont y trouver un débouché économique en distribuant la nouvelle énergie aux communes et aux particuliers. Pour comprendre l'organisation de l'électricité, il faut comprendre qu'elle est née en fait par petites plaques locales. Au début, l'électricité, c'était des entrepreneurs locaux qui pouvaient avoir une centrale au charbon, une petite installation hydraulique et qui desservaient un territoire relativement limité. En général, c'était quelques quartiers d'une commune, ce qu'on appelait à l'époque des secteurs. D'ailleurs, le terme « se brancher sur le secteur » vient de là. Les secteurs, c'était l'unité élémentaire des entreprises qui géraient la distribution d'électricité. L'électrification commence par les centres-villes, souvent avec l'arrivée du tramway. Dans les zones suburbaines, les communes accordent aux producteurs d'électricité un droit de passage pour construire leurs lignes, à condition que ces infrastructures leur appartiennent. On appelle cela des concessions de services publics. Un système encore en vigueur aujourd'hui, puisque ce sont toujours les collectivités qui possèdent les réseaux de distribution d'électricité. De nombreuses sociétés d'électricité voient le jour. Elles utilisent deux modes de production. Se dessine peu à peu une carte de France de l'électricité, avec au nord une production basée sur le charbon, et au sud, sur l'eau des barrages, ce que l'on appelle la houille blanche. Mais jusqu'aux années 1910, la technologie ne permet pas le transport de l'électricité sur de longues distances. Les centrales se situent le plus souvent à côté des lieux de consommation. Les compagnies d'électricité n'imaginent pas encore de possibles interconnexions entre leurs réseaux. Au départ, les sociétés sont indépendantes les unes des autres et parfois elles choisissent des options techniques différentes de façon à faire des barrières l'une contre l'autre. Le meilleur ou le pire exemple, c'est Paris. Paris est divisé en 6 concessions avec une concession municipale au centre de la ville. Et on va trouver à Paris du courant continu, du courant diphasé, du courant monophasé, à 2 fils, à 4 fils, enfin bref. C'est un enfer technologique et il faudra des dizaines d'années avant de tout unifier en triphasé. Dans les années 1920, les usages de l'électricité se multiplient. Première plaque électrique, cireuse perfectionnée, machine à coudre Singer. Dans ce film publicitaire, une petite compagnie privée, la Chinonnaise d'électricité, propose son service de ménage à domicile afin de vanter les mérites de ses appareils électriques. Le problème, c'est qu'il n'y a pas toujours de prise. Alors on se débrouille comme on peut. L'électricité, donc à partir des années 1910-1920, va se transformer en profondeur. Le transport à longue distance commence à faire son apparition. Donc on peut dorénavant transporter l'électricité non pas sur quelques kilomètres, mais quelques dizaines et ensuite quelques centaines de kilomètres. Donc c'est une innovation majeure qui va beaucoup modifier les choses. Et associé à cette innovation, on a des centrales de production qui deviennent de plus en plus importantes, de plus en plus grosses, et donc qui vont pouvoir aussi desservir un territoire plus important grâce à ces réseaux de longue distance. C'est tout un mouvement de rationalisation qui va, on va dire, se mettre en place à partir des années 1910, ensuite 1920, 1930, où là, on a progressivement la constitution de grosses sociétés qui vont être d'abord des sociétés régionales et ensuite des grands groupes nationaux. Grâce au développement du transport longue distance, l'électricité s'étend partout. Elle s'organise entre la production dans les centrales
le transport sur les lignes à haute tension et la distribution qui utilise la basse tension pour acheminer l'énergie jusque chez l'abonné. Entre les deux guerres mondiales, 5 grands groupes contrôlent les 2/3 du courant. Ils vont jouer un rôle majeur en adoptant les mêmes standards techniques et en connectant leurs réseaux. Une concentration inéluctable due à la nature particulière d'une industrie dont le produit, l'électricité, n'est pas stockable. Les années 20 et 30 voient se développer un réseau d'interconnexion nationale, d'abord avec le Massif central, et là les chemins de fer ont joué un rôle essentiel, car les chemins de fer voulaient électrifier leurs lignes et donc avaient besoin d'électricité. Donc on peut prendre l'exemple du Paris-Orléans, donc la gare d'Austerlitz aujourd'hui, et qui a permis d'électrifier et d'amener l'électricité vers Paris et tout le long de la ligne de chemin de fer, depuis le Éguzon jusqu'à Paris. L'interconnexion des réseaux permet la redistribution sur le territoire de l'électricité d'origine thermique et de l'électricité d'origine hydraulique. Pour piloter cette répartition entre demande et production, un premier dispatching national est créé dans les années 1930, rue de Messine à Paris. Dans ces postes généraux de répartition, les ingénieurs, par un jeu presque abstrait de l'esprit, équilibrent production et consommation grâce aux différents relais qui jalonnent le pays. On peut dire qu'en 1939, il y a un réseau interconnecté de grands transports qui ne touche pas le nord de la France, qui ne touche pas l'ouest, mais qui est déjà un beau réseau. D'ailleurs au point qu'en 1936, certains proposent la nationalisation du transport de l'électricité. Lors de l'exposition internationale de 1937, le pavillon de l'électricité et de la lumière illumine Paris. Sa réalisation a été confiée à la Compagnie parisienne de distribution d'électricité. Il constitue le point de départ du Tour de France de la lumière. Monsieur Paul Léon, commissaire général adjoint de l'exposition, souhaite bonne chance à la caravane du Tour de France de la lumière. Les monuments et les sites les plus remarquables de la France et de l'Afrique du Nord vont être ainsi illuminés successivement du 1er mai au 31 octobre. En 1938, l'État lance le plan des 3 milliards pour augmenter de 50% la production hydraulique et construire 4000 km de lignes de transport d'électricité. 1,750 milliard de kilowattheures. Un programme qui va malheureusement être stoppé par la guerre. Pendant l'occupation, la France doit faire face à la pénurie. Les coupures sont fréquentes. On apprend aux Français à économiser l'électricité. Songez que la consommation de ce radiateur, fonctionnant seulement une demi-heure, permet d'effectuer le battage de 50 kg de blé. Économiser l'électricité. À la Libération, la France est un pays exsangue. Une grande partie des infrastructures est à reconstruire. Pour relancer le pays, on nationalise les secteurs stratégiques comme la banque ou l'énergie. Charbon, gaz, pétrole et électricité tombent dans le giron de l'État. La loi de nationalisation intervient en 1946. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait déjà eu des demandes. J'ai fait allusion au fait qu'on avait déjà parlé de la nationalisation du transport. Et pendant la guerre, en particulier le Conseil national de la résistance avait pensé nationaliser la production, le transport et la distribution d'électricité détenus par des trusts, expression de l'époque. Donc en 1944-46, au fond, tout le monde est d'accord pour nationaliser l'électricité. Pourquoi cela a pris presque 2 ans? La question, c'est la distribution. Tout le monde était d'accord pour la production, tout le monde était d'accord pour le transport, mais la distribution, on avait pensé qu'elle aurait pu sortir, ou rester en dehors plutôt, de la nationalisation. Le ministre responsable de la nationalisation, qui est Marcel Paul, qui est un ministre communiste, qui a fait sa carrière dans l'électricité, dans la distribution, il était releveur à la section Étienne Marcel à Paris, qui veut une vraie nationalisation, et surtout que la distribution n'échappe pas, puisque la distribution, c'est là où on touche l'argent, il y aurait eu un problème. Donc finalement, c'est lui qui a gain de cause. Pour Marcel Paul, c'est une victoire totale. Électricité de France est née. L'entreprise doit d'abord gérer la pénurie d'énergie.
EDF modernise ses centrales thermiques et lance un programme de construction de nouveaux barrages pour subvenir aux besoins en énergie du pays. Il faut qu'en 1951, la France puisse disposer de 40 milliards de kilowattheures. Ces chiffres doivent devenir une réalité. Tout renoncement dans cette voie équivaudrait à une déchéance. Il dépend de l'effort entrepris depuis la nationalisation que 1951 marque le retour de la France au rang des nations fortes. EDF termine l'harmonisation des standards d'avant-guerre. Sur les lignes de transport longue distance à haute tension, on adopte le 220 000 volts. Les lignes de distribution à moyenne tension sont standardisées à 20 000 volts. Enfin, EDF doit fédérer des équipes issues de plus de 1300 sociétés différentes. Bon, EDF en 1946 hérite d'une mosaïque d'entreprises privées. Alors même si on avait déjà eu un mouvement de concentration assez important dans les années 20 et les années 1930, on avait encore beaucoup de petites sociétés concessionnaires, dont vous pouviez avoir parfois par département 3, 4, 5 sociétés privées, donc organisées selon les secteurs. L'un des défis majeurs auxquels l'entreprise sera confrontée en 1946, ça va être d'intégrer ces différents secteurs et les agents qui travaillent pour ces secteurs. Il y avait deux grands groupes. Le groupe Mercier, qui côté la région parisienne, est plutôt le nord, et le groupe Pierre-Marie Durand, et qui venait plutôt de la région lyonnaise. Et quand je suis arrivé dans EDF, il était évident qu'il y avait les héritiers de Pierre-Marie Durand d'un côté, les héritiers de Mercier de l'autre, et qui ne s'aimaient pas beaucoup, parce qu'avant la guerre, c'était l'ennemi. Enfin, on se disputait les concessions de production, de barrage ou de distribution. Et donc, il y a eu effectivement, de la part des patrons d'EDF de l'époque, une œuvre de pacification très importante, qu'on oublie peu à peu de quel groupe venait tel patron d'ici ou là. Alors, ils ont œuvré, on a mélangé tout ça, et peu à peu, on a fini par oublier quel ennemi d'autrefois était le camarade de bureau d'en face. La culture EDF s'affirme, en particulier à travers la création d'écoles professionnelles. En 1951, un service commun à EDF et Gaz de France est créé afin de distribuer l'énergie. Une nouvelle organisation est mise en place pour distribuer l'électricité partout dans les territoires. Alors, le choix qui va être fait va être d'organiser ça à taille, on va dire globalement départementale. C'est-à-dire qu'on a des centres de distribution, à peu près 90-100 au début qui vont être créés. Alors, le centre va s'organiser à travers 3 grands niveaux. Donc on a le niveau centre, ensuite la subdivision, ce qu'on appelle la subdivision, et ensuite le district. Le district est jugé comme une taille correcte, pertinente pour équiper le pays. Alors, à l'époque, les agents dans les districts, ils partent le matin et reviennent le soir après avoir posé des poteaux, encaissé des factures. Donc évidemment, le territoire qu'ils vont desservir ayant peu de moyens de locomotion est assez limité. Donc le district correspond assez bien finalement à une maille pertinente dans cette logique de la France d'après-guerre qui se modernise. Aujourd'hui, l'équipe d'Audierne effectue un nouveau branchement. Ce soir, l'une des dernières maisons de Saint qui s'éclairait encore au pétrole recevra l'électricité. C'est au début des années 1960 que se termine l'électrification de la France. À cette époque, dans certaines zones de Bretagne, seuls 2 habitants sur 3 ont accès à l'électricité. En 1955, le service de la distribution acquiert une véritable autonomie qui débouche sur la création de la Direction nationale de la distribution en 1957. Soucieuse de séduire toujours plus d'usagers, EDF envoie ses conseillères ménagères dans les campagnes afin de convaincre les derniers réfractaires des bienfaits du confort moderne. Le chauffe-eau suffit pour toute la maison. Quant à la dépense, elle est très faible. L'eau chauffe pendant la nuit, au moment où l'électricité coûte le moins cher. Grâce au chauffe-eau électrique, les Français découvrent les joies d'une douche chaude tous les matins. Chauffez votre eau, c'est plus pratique avec un chauffe-eau électrique. Chauffe-eau électrique, solution moderne. Les années 1950 sont aussi celles du mythique salon de l'électroménager, où les Français viennent rêver devant les derniers objets imaginés par Moulinex, Radiola ou encore Frigidaire. Ces esclaves modernes sont en vérité les rois de ce 26e salon. Triomphe du bouton et de la manette.
Mais dans ce monde de la précision, il y a encore de la place pour un poète farfelu comme Louis de Funès, qui apparaît comme un cheveu sur la soupe. On arrive dans cette période qu'on a appelée globalement les 30 Glorieuses, qui est une période de très grosse consommation, donc de consommation d'électricité. On achète des produits électroménagers, on découvre le crédit, et le crédit très souvent était destiné à l'électroménager. Donc il y a un mouvement porteur. Et ce mouvement sera d'autant plus porté par EDF qu'il fera de la publicité. Il faut acheter de grosses machines pour utiliser l'électricité. Mais ça bloque sur un point, c'est que la puissance souvent des foyers est insuffisante. Vous êtes fixé sur l'électricité? Oui, j'étais déjà habitué chez mes parents, alors je préfère vraiment une cuisinière électrique. Je comprends. Mais avez-vous un compteur assez fort? Vous êtes en 220 ou en 110? 110. Alors pas question de cuisinière électrique, il vous faudrait le 220. Et puis il y a un coup de génie en 1963 qui s'appelle le compteur bleu. Alors pourquoi ne pas demander un compteur bleu? Ah, j'ai vu quelque chose là-dessus à la télévision, mais j'ai pas fait attention. Qu'est-ce que c'est? Ça vous irait très bien. L'idée, c'était d'augmenter la puissance de façon à ce que les Français puissent mettre un réfrigérateur, une machine à laver, enfin, tous les usages électriques. Le compteur bleu? De plus en plus d'appareils pour vivre mieux. Vous pouvez obtenir le compteur bleu sur simple demande aux services locaux de l'EDF. Ça a été un succès absolument extraordinaire, c'est resté dans les mémoires, au point qu'il y a eu pénurie de compteurs et qu'à la fin on prenait des compteurs noirs qu'on peignait en bleu, parce que les Français voulaient du compteur bleu. Le compteur bleu est l'un des symboles de l'accession des Français à la modernité. On en installe 70 000 chaque mois. Pour la distribution se dessine une nouvelle relation avec les usagers, avec l'ouverture des premières agences EDF. La croissance de la consommation d'électricité est phénoménale. Elle double tous les 10 ans entre la Seconde Guerre mondiale et le premier choc pétrolier. On a beaucoup parlé de la fée électricité. À vrai dire, je ne vois pas comment nous pourrions vivre sans elle et sans les nombreux appareils électroménagers qu'elle nous permet d'utiliser pour notre confort et notre bonheur. Dans les années 1960, le système de quitancement devient plus élaboré, avec l'apparition des premières fiches perforées, prémisse de l'informatisation future. Tout est prêt maintenant pour l'intervention de la calculatrice. Cette machine effectue les 4 opérations, elle calcule le montant des consommations et éventuellement les prix à payer selon les tranches. L'électricité est distribuée à tous les Français au même prix, qu'ils habitent au cœur des grandes villes ou dans les campagnes. C'est le principe de péréquation, l'un des fondements de la distribution d'électricité en France depuis 1946. Il y avait une sorte de fierté d'appartenir à un service public. C'est très clair, c'est les syndicats qui étaient assez marqués, il faut le reconnaître, par le communisme. L'idée de travailler pour que des gens s'enrichissent n'était pas dans leur philosophie. Par contre, travailler pour une entreprise qui travaille pour l'intérêt général, ça marchait. Et donc, dans la mesure où ils ont compris que notre système de tarification, que notre attitude devant les problèmes techniques et devant les fournisseurs est une attitude d'intérêt général, autant que possible, les syndicats ont peu à peu sympathisé avec la direction. Ça ne veut pas dire que les relations étaient faciles, mais il n'y avait pas de désaccord fondamental. Ils étaient d'accord pour que EDF réussisse. C'est quand même très important. Vous avez parlé les syndicats, même si vous emmerdent, sont d'accord pour que ça marche, ça change tout. C'est une entreprise où globalement, à chaque fois qu'il a fallu faire un très gros effort, et en particulier un gros effort d'équipement, la direction et les syndicats, ou en tout cas le syndicat majoritaire, sont toujours appuyés l'une sur l'autre parce qu'ils partagent les mêmes valeurs, le même état d'esprit de service public, et en allant plus loin, le même état d'esprit scientifique, productiviste. Donc on l'a vu à l'époque de l'hydroélectricité, et en faisant un saut dans le temps, on l'a vu aussi dans l'époque du nucléaire, et le nucléaire sera défendu par l'entreprise, mais en bloc,
ce qui est quand même une grande particularité qu'on ne voit pas toujours dans toutes les entreprises. Dans les années 1970, la France se lance dans un programme de 13 centrales nucléaires de 1000 MW chacune. Le choc pétrolier de 1973 va en accélérer la construction. L'époque est désormais aux économies d'énergie. C'est la fin des 30 glorieuses, y compris pour la consommation d'électricité. Tirez le meilleur de vos kilowattheures, c'est un conseil d'Électricité de France. Même avant le premier choc pétrolier, que l'on date de 1973, l'idée du tout électrique, tout nucléaire, c'était le slogan de l'époque, était vraiment présente à EDF. Et en particulier pour développer les usages de l'électricité, car on sentait bien qu'un jour la cuisine serait complètement équipée, eh bien le chauffage électrique, ce qu'on appelait à l'époque le chauffage électrique intégré, serait un moyen de développer les usages. Le chauffage électrique intégré filtre l'air, le renouvelle, isole du bruit, laisse chacun libre de faire ce qu'il lui plaît. Avec le chauffage électrique intégré, les plantes revivent, les balais balaient moins, les odeurs s'évanouissent, les enfants... Pour EDF, les années 1970 sont également marquées par ce que l'on a appelé le tournant commercial. Le président d'EDF, Marcel Boiteux, va imposer une petite révolution sémantique aux électriciens. L'ouverture commerciale, qui quand elle est raisonnable est tout à fait souhaitable, a en même temps permis de mieux souligner le fait que l'usager n'est pas seulement un abonné qui est donc lié juridiquement à l'entreprise, mais c'est en même temps un client. J'ai demandé qu'on supprime le mot abonné et qu'on parle d'usager ou de client. Une publicité de 1979 va affirmer cette place du client au cœur des préoccupations d'EDF. Elle met en évidence le rôle essentiel des hommes de la distribution. Dans les années 1980, les clients EDF se transforment définitivement en consommateurs électrodépendants. La génération Goldorak découvre les premiers jeux vidéo. L'informatique entre dans tous les foyers français grâce au Minitel. Les lignes sont désormais surveillées en permanence. Elles sont réparées sans couper le courant, afin d'améliorer le service. Le temps moyen de coupure chez le client passe de 10 heures par an en 1970 à moins de 100 minutes en 1994. Il est de moins de 75 minutes aujourd'hui. Désormais, 75% de l'électricité est d'origine nucléaire. Début des années 1990, EDF en fait le thème d'une série de pubs signée Étienne Chatiliez. Et si vous dansez, et si nous dansons là maintenant, c'est grâce à l'électricité, donc grâce au nucléaire. Grâce à l'électricité, donc grâce au nucléaire, vraiment? Tout à fait. Lucien? Il y a toujours quelqu'un. Parallèlement, la distribution poursuit sa mutation. Au milieu des années 1990, l'un des directeurs de la distribution, Pierre Dorès, décide de transformer le nom de la distribution, de la direction de la distribution, en EDF GDF Service. Ça n'est pas qu'un changement de nom, c'est véritablement un changement de stratégie. C'est dire aux gens, vous êtes au service du client, il faut le convaincre, il faut l'accompagner et il faut tenir compte de la concurrence. Ce changement est aussi un des changements qui a comme arrière-fond le fait que du côté de Bruxelles, de l'Union européenne, les choses changent et que la mise en concurrence viendra un jour ou l'autre. Et si l'entreprise reste, pour faire simple, l'entreprise des années 50-60, elle risque d'être prise à contre-pied par le développement de la concurrence au niveau européen. C'est alors que survient un événement exceptionnel qui va mettre à l'épreuve toute l'entreprise.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce dernier lundi de l'année qui sera consacré à une édition spéciale avec tous nos correspondants sur la terrible tempête qui a balayé tout le nord du pays. 40 morts, 1 disparu. C'est en effet le dernier bilan que communique à l'instant la sécurité civile. Les dégâts sont considérables. 900 000 foyers sont toujours sans électricité ce soir. Sur le terrain, les équipes de la distribution sont en première ligne, parfois au mépris du danger. Une rafale de vent est arrivée et j'ai entendu des arbres tomber. Dans une nuit noire, quand on entend cela, je ne savais pas de quel côté ils venaient et j'ai commencé à entendre des arbres qui tombaient. Et là, la peur m'a pris et les ronces, je ne les ai plus sentis. Je suis parti en courant dans le bois, à l'opposé du bruit que j'entendais. On a eu beaucoup de chance de ne pas être coincé là, de ne pas avoir de mort ce soir-là, puisque la tempête a été extrêmement violente. Et il a fallu plusieurs jours pour qu'on s'aperçoive vraiment de l'étendue des dégâts. On voyait, quand on roulait, des flammes partout, des courts-circuits qui avaient des lignes, des arbres continuaient à tomber. Donc on disait, oh punaise, on va avoir un défaut là-bas. On n'avait plus de poteaux, plus de fils, que des arbres, un amoncellement d'arbres sur 5 mètres de haut, un enchevêtrement d'arbres les uns sur les autres. On ne peut même pas l'imaginer aujourd'hui, c'était quelque chose de jamais vu. Dans les jours qui ont suivi, on a eu énormément de renforts et de collègues de toute la France et de l'Europe, d'électriciens européens, et aussi de pompiers, de la sécurité civile, de France et d'Europe, qui sont venus nous filer un coup de main à s'en sortir. Nos collègues retraités, nos directions ont fait appel, ils sont arrivés le cœur sur la main et ça fait chaud au cœur de revoir des anciens. Et puis ça a été vraiment grande solidarité de tout le monde, quoi. Je dis tout le monde, c'est vrai. La tempête va avoir pour conséquence directe une meilleure organisation des renforts, avec la création par le président d'EDF de l'époque, François Roussely, de la FIR, la force d'intervention rapide électricité. 2500 salariés mobilisables à tout moment, selon une organisation quasi militaire. La tempête du siècle accélère également l'enfouissement des réseaux. Aujourd'hui, plus de 40% des lignes RDF sont enfouies. Et c'est le cas de 90% des nouvelles lignes. Mais à partir du milieu des années 90, un autre bouleversement s'apprête à toucher le monde de l'électricité. Il a pour théâtre les couloirs du Parlement européen. Le fait que l'Union européenne est un petit peu dans le collimateur les monopoles. Et quel est le monopole qui est le plus visible ? C'est l'électricité de France. Alors pourquoi l'Union européenne est-elle contre les monopoles ? Pour elle, un monopole, ça ne donne pas un bon service aux clients et d'autre part, ça abuse des prix. Donc il faut casser ces monopoles. Alors là, ça a pris du temps, la France a résisté autant qu'elle a pu, mais c'est vrai que par rapport aux libéraux de Bruxelles, EDF paraissait vraiment le summum, l'archétype de ce qu'ils ne voulaient pas. D'où l'idée progressivement que le seul moyen, c'était de séparer la production du transport de la distribution. Le changement s'opère par étapes. En 1999, c'est l'ouverture à la concurrence pour les grandes entreprises. Et en 2007, pour le grand public. En 2008, c'est la scission au sein d'EDF des activités de production, de fourniture, de transport et de distribution. Production et fourniture s'ouvrent à de nouveaux venus. Transport et distribution restent des services publics. ERDF est chargé de la gestion du réseau de distribution d'électricité. Une entreprise de 36 000 salariés qui gère plus de 1 300 000 km de lignes, soit 3,5 fois la distance Terre-Lune. En 2010, Michel Bellon prend les rênes de la toute jeune entreprise. Le métier du distributeur reste le même, c'est-à-dire c'est toujours d'acheminer l'électricité et d'apporter l'électricité jusqu'au dernier mètre chez le client. Simplement, aujourd'hui, nous distribuons l'électricité, quels que soient les fournisseurs, quels que soient les producteurs et quels que soient les clients, et on le distribue à tous dans les mêmes conditions. Donc c'est un métier de service public, c'est une activité de proximité sur l'ensemble du territoire. Comme cela a été le cas plusieurs fois au cours de son histoire, la distribution d'électricité doit aujourd'hui faire face à de nouveaux enjeux technologiques et sociétaux. Les réseaux évoluent, les usages évoluent, plus personne ne peut se passer de l'électricité
Et il faut qu'on soit capable de gérer un très grand nombre de clients, 35 millions de clients, un très grand nombre de producteurs d'énergie décentralisée, 250 000 aujourd'hui, on en imagine 2 millions de producteurs à l'horizon de 2020. On imagine également 2 millions de véhicules électriques à l'horizon de 2020. Et tout ça, il va falloir le piloter et faire en sorte qu'à tout moment, le client soit satisfait et ait accès à une électricité de qualité. Donc ça veut dire une couche de télécommunications, d'informatique et d'automates qui va permettre d'agir à distance et de gérer des données en très très grand nombre. Accueillir des millions de voitures électriques au sein du réseau, mais aussi la production décentralisée d'énergie intermittente, comme le photovoltaïque ou l'éolien, est impossible sur un réseau qui n'a pas été prévu pour cela. L'avenir est donc désormais au réseau dit intelligent, ce que l'on appelle les smart grids. Le modèle encore sur lequel nous avions construit le réseau, il est basé sur le fait que vous, en tant que consommateur, ou moi en tant que consommateur, j'arrive à la maison, j'allume la lumière, j'allume ma télévision, je ne me pose pas la question si l'électricité elle est disponible ou elle n'est pas disponible. Je ne me pose pas la question. Et c'est à la production derrière qui doit s'adapter, parce qu'il y a une règle physique dans le système électrique qui est que à chaque instant, seconde après seconde, 24 heures sur 24 heures, 365 sur 365, on doit assurer l'équilibre entre ce qu'on produit et ce qu'on consomme. Il doit être strictement égal. Et si jamais on rompt cet équilibre-là, le risque est justement les fameux blackouts, les pannes généralisées. Donc c'est une contrainte physique, c'est une réalité physique avec laquelle on doit travailler. Et une des solutions, c'est de dire, mais pourquoi on ne pourrait pas synchroniser la consommation à la disponibilité cette fois-ci de l'énergie ? Donc du coup, il faut faire participer le consommateur final qui auparavant était passif. Mais maintenant, il faut le faire participer dans la chaîne énergétique. Si jamais j'arrive, par exemple, à accéder à un usage spécifique, par exemple le chauffage, et je lui coupe que le chauffage, mais celui-là, je le découple à des millions. Ça me représentera tout de suite des mégawatts, des centaines de mégawatts qui me permettraient de effectivement gagner sur la sûreté du système, donc permettre toujours que je garde l'électricité, enfin je garde la lumière présente, et finalement je coupe le chauffage en 1 heure, même si c'est 1 heure ou une demi-heure, bon, ça ferait baisser d'1 degré, bon. Mais pour pouvoir faire ça, il faut avoir un portail quelque part. Si on n'a pas de portail, on ne pourra jamais faire ça. Et c'est là où l'importance capitale d'un compteur communicant, parce que ce compteur communicant, c'est le portail qui permet de communiquer avec l'utilisateur final et avec le système, puisqu'elle doit être bidirectionnelle. Donc sans cette brique élémentaire, on ne pourrait pas imaginer tout ce type de solution. Elle est indispensable, absolument indispensable. Cette première brique des smart grids, c'est Linky, le compteur intelligent, déjà expérimenté auprès de 300 000 clients. Comme le compteur bleu des années 1960, Linky constitue la clé d'entrée à de nouveaux modes de consommation. Avec des clients d'un nouveau style qui produisent eux-mêmes de l'électricité, qui roulent en voiture électrique et accèdent directement à leur consommation en temps réel. À terme, Linky sera installé chez 35 millions de Français. L'épopée des réseaux du XXIe siècle ne fait que commencer.